Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de votre web-série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. Alors où est-ce qu'on va décoller aujourd'hui? Réponse en images. Piouf. C'est parti. Direction la Loire-Atlantique. À tout de suite. Et bonjour Xenia. Christophe. Vous allez bien? Mais oui, installez-vous dans la belle navette. Merci. On décolle donc vers la planète Largo puisque vous êtes l'un des 3 cofondateurs de cette belle entreprise depuis 2016 qui est cotée en bourse depuis 2021, une très forte croissance assez rapidement. Et ben, comment ça se fait? Comment est-ce que vous avez directement réussi à impulser cette croissance? Alors, en fait, tout démarre d'une aventure entre 2-3 bons hommes. Voilà. Donc, moi, je suis issu des télécoms depuis une vingtaine d'années. Je travaillais chez Phonehouse, un distributeur, et puis Virgin Mobile, un opérateur. Et il y a une troisième partie que je maîtrisais pas trop, c'était la partie technique. Et donc, j'ai rejoint Frédéric en 2014 sur une aventure entrepreneuriale sur des boutiques de réparation de smartphones. Là, on est en 2014. 2015, on commence à sentir une appétence pour le marché de l'occasion. Où là, les échanges se faisaient sur le bon coin entre les particuliers. Et sans garantie derrière de qui vend, à qui, pourquoi, d'où ça vient, etc. Voilà. Donc il y avait une place pour un industriel, en tout cas des industriels, apportant cette garantie au consommateur final d'un produit passé Réglo. sur des bancs industriels, voilà, réglo. On a senti ce marché. D'abord d'un point de vue économique, effectivement, parce que les produits plus de rupture technologique sur les téléphones. Les produits se ressemblaient tous. Par contre, on avait une inflation des téléphones. Le prix exponentiel. Avant de se lancer dans le grand bain, on a voulu tester l'appétence du marché par le biais d'un premier acteur qui s'est monté en Normandie, qui s'appelait Remade in France. Mais c'est ça, c'était le seul qui existait sur le terrain. Voilà, en format industriel, c'était le seul. Donc, avec une croissance extrêmement forte aussi pour lui. Et donc, on a commercialisé ces produits pendant 6 mois en 2015 à peu près. Et puis, en janvier 2016, avec Frédéric, on s'est dit qu'on avait la compétence technique pour développer l'activité, sauf qu'il fallait l'industrialiser, c'est-à-dire multiplier ce qu'on faisait dans nos boutiques de manière exponentielle, et puis, mais de la méthode, et puis les débouchés commerciaux qui allaient arriver rapidement. Il manquait cette partie sourcing de produits, donc c'est Jérôme, le troisième associé, qui nous a apporté cette expérience-là, qui lui sourçait des produits depuis des années en fait à l'étranger en occasion, et qui les vendait en occasion pour le coup. Donc l'aventure a démarré comme ça. Et donc en juin 2016, on a immatriculé Largo avec un certain succès, puisqu'on a fait 1 200 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois. Ah oui. Donc là, on s'est dit, wow, vous vous êtes senti un peu surpris vous-même ou... Ouais, parce que en fait, on s'attendait à faire. Il y avait de l'appétence. C'était pas encore. Alors, il y avait de l'appétence au niveau magasin. Les centrales d'achat, pas vraiment encore, parce que on vit quand même dans un monde d'économie linéaire. L'économie linéaire, c'est que je produis, je vends et je jette. Voilà. Et cette économie circulaire, elle n'était pas encore. Voilà, elle n'était pas dans la tête des gens. On a démarré cette activité sur les chapeaux de roue, avec effectivement ce succès qui s'est emparé de nous sur les 6 premiers mois d'activité. Au début, vous étiez que 3? On n'était que 3. On a rapidement eu 2 ou 3 collaborateurs sur la fin d'année 2016. 2017, on a développé, on a fait 6,5 millions d'euros de chiffre d'affaires sur la deuxième année d'activité. x6, ouais, en l'espace d'1 an. Et là, on a commencé à se poser des questions sur l'ouverture du capital de l'entreprise, parce qu'en fait, on a, qui dit croissance dit BFR, et donc on a eu besoin d'apporter du cash dans l'entreprise. Donc c'était notre première levée de fonds auprès d'Abab, qui est un groupe de business angel nantais. Et là, ça nous a permis d'acquérir le local dans lequel on est aujourd'hui, de monter toute la partie industrielle, et puis de financer un peu de développement auprès de nouveaux partenaires clients. Parce que vos clients sont exclusivement des entreprises, ou c'est aussi il y a du B2B et du B2C en fait? Ouais, en fait, on est ce qu'on appelle, on a une distribution omnicanal. Ouais. Donc on distribue aussi bien sur la grande distrib, typiquement Leclerc, Système U, Bureau Vallée, etc. Donc cette distribution physique. On a un canal web où là on fait un distinguo entre les marketplaces type back market, ouais, et puis notre site largo.fr. On est présent aussi en B2B, effectivement, auprès des entreprises. Il y a toujours un peu d'inertie avec les entreprises. C'est-à-dire que le particulier est très moteur sur voilà, c'est rentré dans les mœurs. L'entreprise
commencent à s'y mettre. Ouais. Enfin, les opérateurs, voilà, on a signé un super partenariat en juin avec Orange. Voilà, donc on est fournisseur d'Orange sur ces produits reconditionnés. Donc en gros, un client qui vient peut avoir le choix d'un produit neuf ou un produit reconditionné par Largo. Ouais. Les opérateurs sont un peu en retard, mais ils ont signé en fait juste avant le nouveau mandat d'Emmanuel Macron. Barbara Pompili, elle a signé un accord avec eux pour une neutralité des opérateurs en carbone d'ici 2040. Okay. Donc le seul moyen pour un opérateur, c'est d'agréger des économies carbone et en développant des filières un peu plus vertes que ce qu'il fait aujourd'hui. Justement, sur cet impact carbone, etc., c'est un peu aussi l'essence même, votre fer de lance chez Largo. Ouais. J'avais lu ou entendu que produire un téléphone neuf, c'était l'équivalent de 240 baignoires, c'est ça? Alors c'est l'équivalent, ouais, c'est l'équivalent de 240 baignoires, c'est 21 mètres cubes d'eau exactement pour produire un smartphone. Combien de matière Alors, on économise 82 kg de matière première en reconditionnant un smartphone. Okay. Et c'est en fait ce qu'il faut retenir, c'est que c'est 8 fois moins polluant qu'un smartphone Combien neuf. Combien de CO2 25 kg de CO2 versus 90 kg à peu près. Donc c'est une hérésie de produire du neuf. Voilà, c'est une hérésie aussi bien en termes de matière première que d'émissions de gaz à effet de serre. Mais ces éléments en fait environnementaux, ils sont arrivés un peu plus tard. Le premier élément déclencheur de ce marché, c'était l'économie. Comment je réalise des économies, c'est le portefeuille des Français. Ça, parce que les prix, on a parlé avant, les prix dépassent les 1 000 €. Et aujourd'hui, intrinsèquement, est-ce que j'ai besoin d'un produit neuf pour faire ce que je fais toujours, c'est-à-dire du réseau social, du mail et du téléphone? Un peu de Candy Crush. Un peu de Candy Crush. Et alors, c'est en faisant des constats que vous vous êtes dit, tiens, on va mettre la main sur l'écologie? C'est sous impulsion de l'ADEME. En fait, on a travaillé avec l'ADEME sur ce qu'on appelle un ACV, une analyse de cycle de vie. Et tous les chiffres que je vous ai communiqués, en fait, on les a eus par l'intermédiaire de l'ADEME, qui, elle, a monté... alors, Largo a participé, mais ils ont fait appel aussi à l'industrie du neuf, etc., pour agréger l'ensemble de ces informations. Et c'est assez récent, puisqu'en fait, de mémoire, je ne veux pas me tromper, hein, mais je crois que l'analyse de l'ADEME, l'ACV de l'ADEME, c'est 2021, je crois. Donc, c'est assez récent. Et donc, on a ces éléments environnementaux qui sont arrivés et qui ont débarqué, qui ont déboulé un peu comme une... Ça nous a choqué quand on a vu le bilan environnemental des produits, quand on sait que la France consomme à peu près entre 12 et 15 millions de téléphones neufs par an. À l'échelle mondiale, j'en parle même pas. Donc, en fait, on a des produits qui sont extrêmement polluants, qui potentiellement peuvent avoir une seconde vie, voire une troisième vie. Parce que l'obsolescence programmée, ça c'était un beau concept de nos amis constructeurs qui, depuis quelques années, pour revenir sur la marque à la pomme, a changé un peu son fusil d'épaule, c'est-à-dire qu'il rendait obsolètes ces produits par l'OS, voilà, par le système d'exploitation des téléphones. Et depuis quelques années, ils sont retoqués sur le fait que leurs produits doivent durer plus longtemps. Voilà, par l'OS. Donc en fait, pour vous donner un chiffre, on sait faire vivre chez Largo un smartphone à peu près 6 ans, 6 à 7 ans. Donc, pour qu'on reprenne un peu le fil de la collecte, j'ai un pauvre téléphone dans mon tiroir qui dort depuis très longtemps, comme beaucoup de personnes, j'imagine. 100 millions de téléphones. 100 millions de téléphones. Dans les tiroirs des Français. D'accord. Et parce que le Français, il est attaché à son téléphone. Objet, en fait, on se dit, si je jette mon téléphone, je perds tout. Mes données. Mes photos. Et puis, il y a un espèce d'attachement sentimental au téléphone. Alors qu'il est tout pourri, tout cassé. Alors qu'il est tout pourri, qui est tout cassé, qui ne servira à rien. Puis on se dit toujours, mais si j'ai un problème avec le nouveau, j'ai toujours mon ancien. Mais en fait, on oublie qu'il ne marchait pas. Ben voilà. Et que la batterie a gonflé. Puis on les entasse, Donc en fait, il y a un gisement énorme dans les téléphones, dans les tiroirs des Français. Mais sur ces 100 millions, il y en a à peu près 10 à 15% qui ont encore une valeur résiduelle. Puisque c'est des vieux produits. Et, en revanche, se pose la question du déchet. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces beaux produits? C'est ça, parce qu'au bout d'un moment, on recycle, mais qu'est-ce qu'on fait? À la fin, on a bien un déchet ultime à la fin. Et qu'est-ce que devient ce déchet ultime? C'est toute la problématique du système, c'est qu'aujourd'hui on fait, qu'est-ce qu'on fait sur nos cartes mères? On peut parler des téléphones, mais on peut parler des PC, tout ce qui concerne tout ce qui a une carte électronique. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de l'enfouissement. C'est soit on envoie dans des pays en voie de développement, et puis je ne sais pas si on peut dire en voie de développement avec ce genre d'envoi de la part des pays occidentaux, mais soit on les enfouit, soit on enfouit la carte mère. Alors qu'il y a des solutions qui existent. Il y a une entreprise aux Pays-Bas
qui fait ce qu'on appelle du raffinement de carte mère. D'accord. Ça consiste en quoi? Ça consiste par des traitements chimiques. Alors, c'est polluant, mais maîtrisé. En fait, on vient récupérer les métaux rares, de l'or, du platine, etc., sur les cartes mères. Parce que on récupère de la matière première et ça évite d'aller en chercher d'autres. Voilà. Donc, sauf que cette entreprise, elle est privée, elle n'a pas des capacités de production énormes. Et donc, résultat des courses, comme la capacité est limitée, on enfouit. Alors que si, alors mon point de vue, c'est mon point de vue très personnel, si nos amis gouvernements européens s'emparaient un peu du sujet, on pourrait faire un géant mondial avec des fonds publics du retraitement de ces cartes mères. Voilà. Le reconditionnement, c'est une étape, puisqu'on allonge la durée de vie des produits, mais je suis ravi que l'Orgo fasse partie de cette petite brique de l'économie circulaire. Mais le vrai sujet, il est sur le traitement des déchets in fine. Voilà. Est-ce que le consommateur a conscience, hésite vraiment ou non, fonce directement sur... Je peux vous donner un chiffre. L'année dernière, c'est un produit sur 5 qui a été acheté en reconditionné. C'est 20% de part de marché en France. Oui, donc c'est pas mal. C'est plutôt pas mal. C'est pas encore assez, mais en fait, alors, moi j'aime bien me comparer à l'automobile. L'automobile qui est en pleine mutation avec l'électrique là en ce moment, mais si on prend le marché de l'automobile d'occasion... En fait, on achète beaucoup plus d'occasion d'ailleurs. Voilà, c'est 70% d'occasion, 30% de neuf. Donc, alors je ne sais pas si on arrivera sur ces ratios-là demain sur la téléphonie ou sur les produits électroniques, parce que les produits ont une durée de vie moins longue que l'automobile. Mais je pense qu'en étant un peu idéaliste, si on fait du 50-50, ce serait pas mal. Oui, parce qu'en fait, l'automobile, c'est presque un réflexe d'acheter de l'occasion. Alors il faudrait que ce soit ce réflexe-là qu'on ait. Mais sur le téléphone, c'est exactement le même principe. Quand vous achetez un iPhone, nous, on fait de la reprise. Alors, on va parler des gisements. On parlait du gisement tout à l'heure, mais on peut faire le pont avec ça. C'est-à-dire que autant à l'achat, c'est rentré dans la tête des gens, autant à la revente, c'est pas encore vraiment dans la tête. Je mets dans mon tiroir où je vais donner au petit-neveu le téléphone. Alors que ces produits, ils ont une valeur. S'ils ne sont pas trop vieux, ils ont encore une valeur. Le prix moyen de rachat d'un smartphone en France, c'est 150 € aujourd'hui. Ah oui, donc quand on va le donner à l'Argo, par exemple, pour le revendre, on récupère des sous. Bien sûr, on crée du pouvoir d'achat. Et donc, c'est tout le travail d'acculturation qu'on doit avoir maintenant avec l'ADEME, c'est dire, votre téléphone, il y a un angle économique, environnemental, éco-citoyen, on va dire, mais il y a aussi cet axe financier. Où ça va me permettre, si je ne veux pas me racheter de téléphone, en tout cas de faire des courses, et puis de me redonner un peu de pouvoir d'achat. Sauf que ça, les filières aujourd'hui sont très mal organisées. Enfin, ça commence. Nous, sur notre gisement, typiquement, donc on a 2 types de gisements. Le gisement, ce qu'on appelle circuit court, au collecte, donc effectivement auprès de particuliers. Donc là, on est typiquement sur des programmes de distributeurs. Orange, par exemple, a un programme de reprise dans ses magasins qui s'appelle RE. Et on participe à des enchères au quotidien pour collecter les produits. Donc, notre ambition, c'est de collecter à peu près 10 000 téléphones par mois. Aujourd'hui, on est entre 6-7 000 téléphones par mois, donc on a encore un peu de marge pour aller en chercher d'autres. Et ça, c'est ce qui est le plus vertueux. Pourquoi c'est vertueux? Parce que je vais chercher les gisements sur mon territoire. Donc, en termes d'empreinte carbone... c'est tous ces téléphones qui dorment. Ouais, c'est tous ces téléphones. Ce qu'on appelle le principe de mine urbaine. J'aime bien ce terme-là, les mines urbaines, parce qu'en fait, dans nos tiroirs, il y a plein de choses qui ont de la valeur, et en fait, on les laisse... Pas tout. Pas tout. Les boules pièces, rien. Non, effectivement, je suis d'accord. Mais quelques objets ont de la valeur. Et au-delà d'avoir de la valeur, ils peuvent aussi participer à cette économie circulaire. Voilà. Et donc, il y a ce gisement-là qu'il faut qu'on favorise, parce que c'est pareil, faire rouler... vaut mieux que j'aille acheter un téléphone à Besançon, et le faire venir à Nantes, que de l'acheter aux États-Unis et le faire venir à Nantes. Ce qui s'est passé au tout début de la sphère reconditionnée, c'est qu'on s'est retrouvé avec une demande très forte de l'Europe et des gisements très faibles en circuit court, puisque en fait, les gens commencent à revendre leurs produits. Donc ça fait 6 ans, 7 ans qu'on existe. Au tout début, les programmes de collecte, ça n'existait pas. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il y avait une demande sur l'achat de produits reconditionnés, mais pas de gisement local. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on a été chercher des produits aux États-Unis. Le mode d'achat ou de consommation des produits aux États-Unis, en France, on est propriétaire de son téléphone. Aux États-Unis, chez AT&T, Verizon ou les différents types d'opérateurs, vous êtes pas, c'est du leasing. C'est que du leasing. On revient encore à l'automobile. Voilà, c'est le même principe que l'automobile, sauf que c'est la consommation poussée à son vice ultime, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y avait un changement de produit, vous prenez un abonnement avec un iPhone 12, l'année d'après vous avez un iPhone 13, l'opérateur va vous renvoyer une enveloppe pour envoyer l'iPhone 12,
et vous livrez un iPhone 13. Ok. Donc tous les ans, vous aviez un changement de téléphone. Donc surconsommation, surproduction. À l'américaine. Ouais. Voilà. Toujours Et plus. donc se retrouve un gisement de produits énorme aux États-Unis. Pour vous donner un ordre d'idée, AT&T ou Verizon, ça met entre 50 000 et 80 000 téléphones par semaine en vente. Donc il y a un gisement qui est extrêmement fort aux États-Unis. Donc on a été chercher des produits aux États-Unis. On continue à aller en chercher certains. Notre mix aujourd'hui, il est à peu près de 60-40. 60% en circuit court, 40% en broker. Pour parler un peu de prospective, ce marché, il a de l'avenir devant lui. Le téléphone, ça a été le premier moteur du reconditionnement. Ouais, maintenant on se développe sur plein de tous les matériaux électroniques. Le fringue, la fringue, mais même au-delà de ça. Ouais. Le vêtement. J'étais la semaine dernière, j'étais avec Serge Arban, le vice-président de Spoticar, enfin de Stellantis. Ouais. Qui ne parle plus de voitures d'occasion, mais parle de voitures reconditionnées. Ah ouais. Donc voilà. Faut que ça s'ancre dans les mœurs. Quoi. Ça s'ancre dans les mœurs. Et quand je dis le Covid a changé beaucoup de choses, pendant cette période un peu incertaine, on a eu le temps de réfléchir aussi à nos modes de consommation. Et on a vu des accélérations très fortes post-Covid sur nos ventes de produits. Donc, bon, il y a une certaine prise de conscience. Certainement des générations plus jeunes que nous. Nous, on aimait bien... Enfin, je vais avoir 50 ans. Et on aime bien la propriété. Oui. C'est mon téléphone, c'est ma voiture, c'est ma maison. Ils sont pour avoir des neveux très jeunes, enfin 17, 18, 20 ans, ils sont dans une consommation d'usage. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur compte Facebook ou leur compte Instagram, et de l'utiliser sur un iPhone 8 ou un iPhone 15. Oui. Bon, bah, c'est à peu près la même chose en fait. On rentre dans une société d'usage. D'ailleurs, on voit l'avènement de la location, que ce soit pour la voiture, pour plein de sujets. Hein. Tout ça, c'est en train de se développer. Et Largo a sa place dans cet écosystème. On fait partie aujourd'hui des 4 industriels français qui développons nos produits sur le territoire français. Et là, c'est objectif 100% français et plus jamais... Oui, alors le sourcing, on ira toujours en chercher un petit peu à l'étranger, mais l'objectif, effectivement, c'est de produire nos téléphones sur le territoire. Moi, je suis un Nantais de cœur et de naissance, et voilà, et je trouve que notre métropole, elle s'est extrêmement développée dans le bon sens. Ah bah, y a un super écosystème. Il y a un super écosystème, il y a des entrepreneurs dynamiques. Je fais partie d'une association qui s'appelle Initiative Nantes, qui finance les jeunes porteurs de projets. Je suis épaté par la qualité des porteurs de projets qu'on peut avoir sur le territoire nantais. Et donc, on a envie, on est très ancré sur nos territoires et on a envie de développer notre activité sur le territoire. Mais même aussi d'un point de vue donc RSE et politique salariale, bien-être au travail, je sais que vous êtes très attaché à ça. C'est vraiment un cheval de bataille. Ah bah la RSE, alors si on peut prendre ce volet-là, en fait, au-delà de l'activité économique de Largo qui se veut verte, nous on a toujours avec Frédéric été attaché à l'entreprise, mais au sens large, c'est-à-dire l'entreprise pas que dans ses dirigeants, ses dividendes, ses résultats, mais dans une dimension humaine. Où on se dit, bah, effectivement, on a des idées, nous, mais tout seul, on ne pourrait pas les exploiter. On est labellisé Lucie 26 000, qui est un label français, très implanté dans l'Ouest. En fait, on a validé une trentaine d'engagements, que ce soit sociétaux, environnementaux ou social. On a été labellisé pour 18 mois. On a passé notre label intermédiaire en janvier. On a été renouvelé. Pour terminer, on a rempli 66% de nos engagements au cours de ces 18 premiers mois. Il nous en reste une quarantaine de pourcents à travailler pour la prochaine labellisation. Et on en reprendra de nouveau, un peu plus poussé. Et c'est quoi concrètement, par exemple, au quotidien? C'est la qualité de vie au travail. Je peux vous citer un exemple, le staff meeting. On fait un staff meeting tous les trimestres. Et en fait, on inverse un peu les rôles, c'est-à-dire que tous les patrons de pôle viennent rendre des comptes à l'ensemble des collaborateurs. On a travaillé sur des sièges, par exemple, à la preuve, ils sont assis très longtemps. On a travaillé sur des sièges ergonomiques de façon à ce qu'ils ne s'abîment pas le dos. Enfin, voilà, il y a plein de petits sujets comme ça qui peuvent pourrir la vie des collaborateurs, alors que c'est pas si compliqué à traiter. Merci beaucoup. Merci. Et puis à bientôt. À très bientôt. Pour une nouvelle vie reconditionnée aussi, c'est ça. peut-être. Bah ouais. Merci beaucoup. Et puis bon courage pour la suite et Merci. pour le développement de cette belle entreprise. Merci beaucoup. Et puis nous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de votre web série préférée. Je vous conduis vers un nouveau monde. À bientôt. Je vous conduis vous a été présenté par le CIC Ouest.